Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro. Je vous prie de m'excuser pour la qualité du son un petit peu moins bonne qu'à l'accoutumée, suite à un petit problème technique. Je ne me voyais pas demander au propriétaire du télescope que vous allez voir de retourner cet épisode une nouvelle fois alors que l'épisode nous avait pris déjà 1h30. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui je vous propose un épisode dans la lignée de l'épisode que je vous ai sorti il y a 1 an, le premier montage d'un télescope Newton 200 000 sur monture EQC R Pro. Aujourd'hui je vous propose de répondre en fait à l'appel de Damien qui m'a contacté pour me demander un petit peu d'aide et les conseils pour le premier réglage, le premier montage de son Dobson Skywatcher classique 200p. Voir ensemble comment on va le monter déjà, mais ensuite comment on va faire les différents réglages, la collimation, le parallélisme entre le chercheur et l'instrument, et ensuite les différents conseils d'utilisation, quel oculaire choisir, comment calculer le grossissement, etc., les filtres et globalement un petit peu tout ce qu'il y a à voir. On parlera aussi de comment mettre un appareil photo numérique sur le télescope si vous voulez par exemple faire des photos de la Lune. Effectivement, ce télescope n'est pas motorisé, on ne pourra pas faire forcément beaucoup de photos du ciel profond, mais quand même, on va pouvoir faire des petites choses sympas. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Ok, donc typiquement, quand vous allez recevoir votre Dobson, vous allez le recevoir sous la forme de 2 colis, typiquement, l'un avec le tube, l'autre avec la base, mais la base, bien sûr, il est monté. Donc le montage, il a déjà été fait, mais on va quand même en parler un tout petit peu. Vous avez un socle de base qui tourne sur lui-même, il y a une vis qui fait pivot, et vous avez toute la structure de la base là qu'il va falloir visser assez simplement avec une clé Allen. C'est assez trivial finalement, si vous savez monter des meubles Ikea, vous n'aurez pas de difficulté à faire ce montage là. Une petite remarque quand même au niveau de la manipulation de la base, c'est que si vous le portez comme ça, quand vous allez vouloir le poser, vous allez avoir tendance à faire ce mouvement là, mais à le lancer, à le poser. Attention parce que vous avez ce support pour les oculaires qui est ici et là vous pouvez vous blesser. J'ai eu le tour. Voilà. Donc maintenant on va mettre le télescope dessus et on va commencer le réglage et l'installation. Le télescope, vous le prenez de façon à ne pas le faire tomber. Vous allez le poser, vous avez des gorges, hop. Et là déjà il est posé, il est à peu près équilibré. Mais on a 2 poignées ici qui sont des systèmes de frein en fait. Alors comment c'est... Oui d'accord, il y en a vraiment une pour le blocage, j'ai l'impression. L'autre par contre elle a un roulement vide. Vérification faite, en réalité c'est l'inverse. Vous mettez la poignée qui dispose du système de roulement à billes de votre côté, c'est-à-dire du côté du porte-oculaire, et l'autre poignée vous la mettez de l'autre côté. Bien sûr vous ne la serrez pas trop fort puisque c'est celle-là qui va réellement nous obtenir un blocage, et donc la poignée avec le roulement à billes servira à régler la friction. Là vous avez encore du mouvement, mais si vous serrez là le télescope ne bouge plus. Donc en fonction en fait du poids de vos oculaires, vous allez pouvoir adapter la friction par rapport à l'instrument pour éviter qu'il ne pique du nez si l'oculaire était un petit peu trop lourd. Attention, ce n'est pas des poignées de transport non plus. Ça a beau être quand même costaud, je déconseillerais d'essayer de soulever le télescope par les poignées. Voilà, et donc typiquement vous avez reçu avec différents accessoires. Vous avez 2 oculaires, vous pouvez éventuellement avoir une Barlow, on va en parler. Donc celui-ci en fait est simplement nécessaire pour augmenter le tirage ici, donc ça peut être en fonction des oculaires pour pouvoir arriver à faire la mise au point. Et là vous avez un adaptateur, en fait le porte-oculaire ici est en 2 pouces, donc 50,8 mm, et si vous devez mettre un oculaire en 31-75 comme cela, vous allez devoir utiliser cet adaptateur là dans lequel on va pouvoir mettre l'oculaire. Donc on va faire un exemple. Les oculaires, vous pouvez bien sûr les ranger ici, c'est à ça que ça sert. Hop. Et alors attention pendant une sortie astro à ne pas perdre bien sûr vos différents capuchons. Donc typiquement pour une première observation, on prendra l'oculaire
qui va nous indiquer le plus grand chiffre, par exemple 25, pour un oculaire de 25 mm de focale. Votre télescope fait 1200 mm de focale, donc le grossissement est calculé par 1200 divisé par 25. Et là, à ce moment-là, vous avez le grossissement. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on est... je ne sais même plus. Je vous l'affiche à l'écran. Voilà, donc typiquement, 1200 par 25, c'est le grossissement le plus faible que nous permet cet oculaire. On met donc l'adaptateur sur le porte-oculaire et vous mettez à ce moment-là votre oculaire dessus. On veille bien, si on est en journée, à ne jamais viser le soleil et on peut retirer le capuchon et là on va pouvoir observer dans le télescope. Pour une observation plus confortable, je vous conseille une petite chaise type de camping, façon Décathlon. Là c'est quand même beaucoup plus agréable pour pouvoir manipuler votre télescope et pour pouvoir accéder à l'oculaire quand vous allez observer. Voilà, par exemple ici on peut monter. Après, quelquefois il faut faire un petit peu de gymnastique, mais la prise en main va être celle-ci. Vous avez également un chercheur. Il existe plusieurs types de chercheurs. Ici, c'est un chercheur, ça doit être un 630, je pense, ou peut-être un 950. Ce chercheur, on va devoir le régler. Il va nous servir à viser notre cible et ensuite, on va regarder notre cible dans l'oculaire. Mais avant de faire l'alignement du chercheur, on va s'occuper de la collimation de l'instrument. Normalement, quand vous le recevez d'usine, il est supposé être réglé, mais vous n'avez pas d'absolue garantie de cela. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Vous avez plusieurs façons de faire votre collimation. Vous pouvez utiliser un Cheshire, qui consiste finalement en un tube avec un tout petit trou d'un côté et puis un petit réticule de l'autre côté. Vous pouvez utiliser un collimateur laser comme ces deux-là, ou vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un autocollimateur qui ressemble un Cheshire, mais la différence c'est qu'il y a un petit miroir à l'intérieur qui est parfaitement aligné par rapport à l'axe en fait du cylindre que constitue finalement le coulant du porte-oculaire. Ça c'est vraiment la Rolls, c'est ce qu'on utilise vraiment sur les Dobson, j'ai envie de dire haut de gamme, avec un rapport focal sur diamètre très très ouvert comme des 600 ou plus. Là ici pour un télescope comme celui-là, je vous conseille plutôt le collimateur laser. Pour la très bonne et simple raison qu'on va devoir aller manipuler des vis à l'arrière du télescope et que du coup, si vous êtes au Cheshire, vous ne pouvez pas manipuler la vis et contrôler en même temps en regardant dans le huton. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça avec un collimateur laser. Alors, on notera quand même que au niveau des collimateurs laser, il existe plusieurs modèles sur le marché. Ça, c'est un SV Boni que j'ai trouvé chez Amazon, mais vous le retrouvez sous la marque Omegon, vous le retrouvez sous plein de marques différentes. Ce que j'appelle les no-name, ils sont typiquement pas réglés d'usine quand vous les recevez, mais vous avez un tutoriel sur la chaîne pour vous apprendre à bien le régler. Ça se fait en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas très difficile. Et après, du coup, voilà, ça permet d'économiser de l'argent parce que les moins chers, on peut les trouver aux alentours de 28 €. Plutôt que d'acheter finalement le même à 60 € et qui n'est pas forcément beaucoup mieux réglé. Donc là-dessus, il y a un moyen de pouvoir économiser un petit peu d'argent. Ensuite, celui-là, c'est le Hotech Crosshair. Celui-là donc fait une petite croix plutôt qu'un simple point. C'est pas strictement nécessaire, mais c'est vrai que ça peut être utile. Il est plus précis, il est beaucoup plus cher également. Donc là aussi, quand vous allez monter sur peut-être sur un 400 mm, quand vous allez essayer de tutoyer le pouillème de réglage, l'investissement peut être intéressant, mais il n'est pas non plus obligatoire. Donc vous allez retirer votre oculaire, ça c'est la première chose bien sûr. Si vous disposez avec votre collimateur laser d'un adaptateur, et je pense notamment au Hotech qui contient ces systèmes d'adaptation là avec ces bagues qui se dilatent en fait quand on visse, c'est toujours mieux de pouvoir utiliser aux deux niveaux. Mais sinon, on va se contenter de l'utiliser comme ceci avec la bague d'adaptation que vous allez toujours utiliser et que finalement vous laissez à demeure sur le porte-oculaire. Le collimateur laser, vous allez le mettre avec la fenêtre en direction du miroir primaire. Vous allez le visser dans le cas du Hotech, sinon vous allez utiliser les vis de serrage. Éventuellement, vous faites un tour en scotch pour essayer de limiter au maximum le jeu dès le départ. Donc le collimateur laser, quand on va l'allumer, paf, on va avoir un point. Ce point n'est pas forcément typiquement au centre.
Donc là, ce qu'on peut essayer de faire, je dévisse ces deux vis-là, je garde l'ensemble quand même bien plaqué et je vais le tourner comme ça en le gardant plaqué, de façon à essayer d'identifier déjà si je suis quand même pas mal dans l'axe. Donc voilà, là je le garde plaqué, on voit que ça tourne très très légèrement, mais on est quand même franchement pas mal du tout. On peut voir que ça tourne, mais on reste quand même pas mal dans la pastille. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on resserre les vis, et là on a pu voir que vraiment le centre de notre cercle était réellement le centre de la pastille. Donc en poussant un petit peu le laser, en fait, on vient le remettre au centre. Donc je le pousse un petit peu comme ça, et ça vient nous le remettre au centre donc de notre pastille. Donc là, on sait, parce qu'on a vu en tournant qu'on était bon, on sait dire que le laser est dans l'axe et que le miroir secondaire est bien réglé. Donc la bonne nouvelle, c'est que le miroir secondaire, là, n'a pas bougé dans le transport puisque le télescope est neuf. Donc si toutefois on devait avoir besoin de régler le miroir secondaire, vous avez reçu dans une petite pochette une petite clé Allen comme ceci, et c'est avec ça qu'on fait ce réglage. Donc je vais vous expliquer le principe de fonctionnement. La vis centrale est une vis en traction. Elle tire vers lui le support qui est ici, qui supporte le miroir secondaire. Le miroir secondaire, là, sur celui-là, est carrément collé à ce support. Dans les plus gros télescopes, c'est un vrai cylindre qui vient entourer le miroir secondaire. Et il y a même une petite griffe en métal pour l'empêcher éventuellement de tomber, sachant que le miroir secondaire est quand même collé. Donc là-dessus, cette vis centrale, il ne faut jamais la toucher sous aucun prétexte, sauf à devoir régler la hauteur du miroir secondaire, mais d'usine, on est supposé être bien réglé. Je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on va contrôler que ce miroir secondaire est bien réglé. La hauteur est bien réglée. On peut le contrôler au laser, on n'est pas obligé de le faire. C'est vrai que le Cheshire permet de faire ce contrôle. Ensuite, quand vous allez vouloir jouer sur ces vis ici, donc vous allez le faire avec la clé Allen. Alors, si vous le faites ici, bon, on devrait avoir la latitude. Ouais, là on est bon. Donc là, avec ça, je peux desserrer ou serrer une vis. Donc si je serre la vis, je vais pousser comme ça, et bien évidemment, mon petit point au fond, il va aller partir dans le sens opposé de ma vis. Mais attention, parce que je suis en train de faire une contrainte mécanique. Donc typiquement, on desserre un petit peu l'une ou l'autre, et puis on resserre la troisième. Et on va jouer comme ça. L'objectif, c'est que les trois vis à 120 degrés soient en poussée, et la vis centrale est une vis de traction. Si jamais je dévisse comme ça la vis centrale, attention, le miroir secondaire tombe dans l'instrument. Alors, on se retrouve du coup derrière le miroir primaire, et là on va noter quand même deux choses. Déjà, on va regarder si on a un retour qui est correct ou pas. On voit qu'on est quasiment parfait. Donc là, ce que l'on peut voir en fait, c'est que la propriété du crossair est de nous faire une croix. Donc là, on la voit quand même assez bien, et on voit qu'on a un micro décalage, et là, c'est pas franchement ça qui va impacter énormément notre image. Mais on va voir ensemble quand même comment régler le primaire si jamais on n'était pas bon. Alors, typiquement à l'arrière de votre miroir primaire, vous allez avoir 6 vis. Donc là, elles sont de types différentes. Vous avez 3 vis Allen ici, et vous avez 3 vis cruciformes. Donc là-dessus, vous en avez en fait le barillet de votre miroir. Là, c'est cette pièce en métal qui est ici. Là, par contre, on est sur le corps du télescope proprement dit. Le rôle du barillet est de maintenir le miroir et de nous permettre un réglage. Donc c'est le rôle de ce système de vis. Vous avez 3 vis qui viennent tirer le miroir vers l'arrière, et vous avez 3 vis de blocage, ou au contraire 3 vis de pouce, 3 vis de traction. Le principe étant qu'une fois qu'il y en a une qui est vissée dans un sens, l'autre qui est vissée dans l'autre sens, eh bien, on soit en situation de blocage et que l'ensemble ne peut plus bouger. Donc selon les types de télescopes, vous allez éventuellement voir carrément des vis molletées dès le départ. Donc là, à la limite, vous pourrez les manipuler à la main. On voit que là, ce n'est pas le cas sur le Skywatcher, donc on peut éventuellement regarder les pas de vis pour envisager de les changer, mais ils sont quand même super proches là, donc j'ai peur quand même qu'on puisse être gêné. Donc il faut penser à avoir les outillages avec soi pour faire ce réglage. Donc ce que j'arrive pas bien à voir, c'est lesquelles sont des vis de traction et lesquelles sont des vis de poussée. J'ai l'impression que les vis Allen sont les vis de poussée et que les vis cruciformes sont des vis de traction, parce que je sens comme une espèce de caoutchouc qui sert à tirer. Et donc à partir de là, eh bien, vous voyez, on va pouvoir regarder que même en touchant légèrement simplement l'arrière du miroir,
on peut voir que ça bouge un tout petit peu là. Par contre, si j'appuie sur le barillet lui-même, donc sur le cercle en métal, là, il n'y a rien qui bouge. C'est vraiment quand j'appuie sur le miroir que ça bouge un tout petit peu. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'en fait, le miroir est assez libre dans son barillet, ce qui est plutôt un bon signe. Le miroir, en fait, il est maintenu par 3 griffes comme ça, en caoutchouc, avec 2 vis qui viennent prendre sur le barillet, qui sert à éviter que le miroir ne tombe en avant. Si jamais elles étaient trop serrées, ces vis-là, on viendrait déformer le verre du miroir, et comme ça se joue à quelques nanomètres, eh bien, en fait, on aurait une distorsion, ce qu'on appelle en tréfoil, c'est-à-dire qu'au lieu de voir un point pour une étoile, on verrait un triangle, un trèfle, qui serait absolument catastrophique, bien évidemment. Donc là-dessus, de ce qu'on a vu, c'est que le miroir bouge un tout petit peu. Alors on pourrait éventuellement améliorer un tout petit peu, mais à la limite, voilà, moi j'ai donné une petite pression là, on voit que la croix elle est revenue correctement. J'ai envie de rien toucher parce que clairement il est plutôt bien collimaté. Donc là il y a quand même une petite méfiance. Maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on va vérifier la hauteur de notre miroir secondaire. Une fois que vous avez fait la collimation, c'est-à-dire que vous avez un retour du laser dans le collimateur qui est correct. Une fois que vous avez fait la collimation, vous utilisez la caméra selfie de votre smartphone et vous regardez le miroir secondaire et vous avez ce petit point rouge qui correspond donc au rayon laser qui vient passer sur le miroir secondaire. Si jamais je passe ma main ici, alors c'est pas évident forcément à constater comme ça avec la caméra, on voit que je bloque le rayon laser avant qu'il n'aille rebondir sur le primaire et revenir. Donc la tâche que je vois sur le miroir secondaire n'est que celle de l'aller. Si je remets ma main, eh bien j'ai également celle du retour. Donc là, on ne peut pas voir vraiment la différence, mais si je bouge une araignée, vous pouvez voir qu'il y a une tache qui bouge et pas l'autre. Ça signifie que donc celle qui bouge, en fait, c'est celle du retour. Et là, quand je lâche, on peut voir qu'on revient quasiment à l'identique sur le donc que celle de l'aller. Donc ça va nous permettre de comprendre qu'on est bon. Si jamais les deux tâches n'étaient pas bien superposées au niveau de l'aller et du retour, et bien là, à ce moment-là, ça signifie que la hauteur du miroir secondaire n'est pas correcte. Donc on va faire un petit peu de géométrie et je vous mets le dessin sur le côté. Si jamais votre miroir est trop haut, et bien le rayon laser va venir frapper en premier de ce côté-là, donc du côté opposé au porte-oculaire, le miroir secondaire, et ensuite le retour frappera plus haut. Si au contraire il est trop bas, il va d'abord frapper sur la partie avant du miroir secondaire et ensuite il refrappera sur la partie arrière au moment du retour. Donc c'est comme ça qu'on le sait. Donc là, si on regarde là, on voit que ça frappe un tout petit peu avant, donc peut-être que le miroir secondaire est un poil trop bas qu'il ne devrait, mais c'est pas non plus catastrophique en termes de distance. Donc là, on peut considérer quand même malgré tout que ce télescope est plutôt bien réglé. Dans le doute, il vaut mieux ne pas trop toucher et éventuellement demander à un club. Alors une petite remarque importante, donc quand on parle de vouloir faire une collimation au Cheshire et d'essayer de regarder la hauteur du secondaire en regardant, eh bien vous pouvez remarquer que là, alors qu'on a bien collimaté au laser le télescope, et on peut le constater que là on est franchement pas mal, vous pouvez voir qu'en fait le miroir secondaire là, il n'a pas été forcément parfaitement monté de construction, et en fait là où on devrait s'attendre à un rond, on a quelque chose d'un petit peu ovale, mais alors c'est normal, mais qui est un petit peu pivoté. Donc là on a quelque chose qui n'est pas bon. Donc en fait je précise, quand je dis pivoté, il a été un petit peu pivoté dans ce sens là. On voit bien que le bord qui est ici est un petit peu plus par ici par rapport à la partie donc haute du miroir secondaire qui est là, qui est plutôt par ici. Voilà, donc il faut se méfier des apparences, et l'observation simplement finalement du contour et du chanfrein du miroir secondaire ne fait pas strictement foi pour juger véritablement de son positionnement dans l'espace. Ok, donc maintenant que nous avons réglé la collimation de l'instrument, ce que l'on sait, c'est que la visée elle est réellement dans l'axe physique de l'instrument. Par contre, il va falloir effectuer le parallélisme du chercheur vis-à-vis de notre télescope. Alors avant de parler du chercheur, déjà il existe plusieurs types de chercheurs. Vous allez trouver
ce type de chercheurs qui sont des chercheurs optiques avec des lentilles. C'est une petite lunette astronomique finalement qui a la propriété quand même d'être inversée. Par contre, elle a un beau petit réticule qui peut aider à une visée précise. Ça par exemple pour viser une planète c'est franchement pas mal du tout, et quand le ciel est bon ça permet même dans certains cas carrément de voir directement les objets de Messier que vous allez vouloir observer. Dans l'autre cas de figure vous allez pouvoir trouver éventuellement ce genre de truc là. C'est un chercheur point rouge qui vient projeter un petit point rouge sur ce petit verre de visée et vous avez éventuellement des supports qui vous permettent de mettre les deux à la fois. Personnellement j'utilise quasiment exclusivement celui-ci, à la seule exception en fait de vouloir suivre la Station Spatiale Internationale pour la photographier ou de vouloir viser vraiment une planète à fort grossissement pour faire de la photo planétaire. Là, à ce moment-là, j'utilise ça. C'est en fait un viseur de airsoft, mais c'est pareil que des lunettes de tir finalement. L'avantage, c'est que c'est par contre redressé. C'est un petit peu moins lumineux que ces chercheurs-là, quelquefois, mais franchement, ça marche pas mal du tout. Ça peut être une solution également. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce modèle-là, qui est un grand classique chez Skywatcher Saint-Ain. Alors, le chercheur, déjà, la première chose, c'est de le mettre. Donc pour mettre votre chercheur, eh bien évidemment, c'est la grande lentille qui est vers l'avant, puisque c'est l'objectif comme d'une lunette astronomique. Vous allez le glisser comme ça, mais on va noter une chose. Là, vous avez une gorge, là, et là, vous avez une autre gorge. En fait, je pense que typiquement, ça c'est fait pour pouvoir mettre un élastique, ce qui va nous permettre de bien le caler, parce que vous allez voir quand on va le mettre. Alors je tire, j'ai un petit taquet en métal là avec ressort à tirer pour pouvoir le mettre jusqu'au bout. Hop, voilà. Donc quand je le mets, voilà, là j'ai mes vis qui prennent dans la grosse gorge, mais vous voyez que devant j'ai du jeu. Alors soit vous enroulez du scotch ou du plastique ou du papier pour éviter qu'il y ait ce jeu là, soit vous mettez un élastique pour éviter d'avoir ce jeu là, parce que bien évidemment c'est pas top pour pouvoir avoir un bon réglage. Mais après derrière, bon voilà, je vous montre après comment on va faire le réglage ici avec ces vis. Donc dans un premier temps vous allez prendre l'oculaire avec le plus grand nombre, donc 25, 1200 divisé par 25 ça nous donne 48 fois, c'est le grossissement minimal que propose cet instrument avec cet oculaire. En revanche, vous pouvez, comme le rapport focal sur diamètre est à 6, si vous prenez un oculaire de 36 mm, donc d'une focale plus longue, vous aurez un grossissement plus faible, et là, à ce moment-là, vous aurez une image plus lumineuse. Ça, je vous renvoie à l'épisode « Comment bien choisir la focale de ces oculaires » où j'aborde ce sujet-là. Donc, d'abord, on va prendre cet oculaire et on va essayer de viser le point le plus loin possible, par exemple la cible d'un arbre, le plus loin possible. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une parallaxe de 15 cm là, 15-20 cm à peu près, puisque là c'est 10 cm, 10 cm, ouais, 20, un bon 20 cm entre le chercheur et le télescope. Donc si jamais je visais quelque chose de très proche, et ben en fait je vais avoir un effet de parallaxe qui va pas être bon. Donc on va essayer de viser quelque chose du plus loin possible et ensuite on va régler notre chercheur. Alors je fais une visée grossière, je sais que je ne suis pas forcément strictement aligné, mais ça va pouvoir m'aider. Mon télescope est bien aligné, donc je serre les freins de façon à ce qu'il ne bouge pas trop. Voilà, à l'avenir, voilà. Et là maintenant quand je regarde dans mon réticule, je m'aperçois que je ne suis pas du tout sur la cime que je souhaitais avoir. Donc on va venir régler donc notre chercheur. Alors le principe de réglage des chercheurs de chez Skywatcher, c'est que vous avez deux vis ici, qui sont des vis poussantes. Et là ici, vous avez un mécanisme à ressort qui viendra toujours plaquer le chercheur contre nos deux vis. Donc en fait, il suffit de jouer sur les deux vis pour aller chercher la petite cime qui nous intéresse. Voilà, donc en fait en tournant la vis, on peut décaler dans un sens, voilà, et avec l'autre vis, je peux faire l'autre sens. Donc c'est assez simple en fait à régler. Ok, donc typiquement maintenant on va parler de votre porte-oculaire, puisque ça va être un des lieux d'interaction privilégiés avec l'instrument, c'est là où vous allez observer. Donc votre porte-oculaire sur ce télescope et sur quand même un certain nombre de Dobson sur le marché, vous allez pouvoir mettre des oculaires en 2 pouces ou en 31-75. Donc un oculaire en 2 pouces, c'est par exemple celui-ci, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et en fait, il suffit de le mettre ici. Voilà. Et là, vous pouvez faire votre mise au point. Mais
si par contre vous n'arrivez pas à faire votre mise au point, et c'est mon cas ici, eh bien vous avez une bague d'adaptation qui vous est proposée. On ne va pas tout passer en revue. Vous mettez cette bague d'adaptation ici. Si vous avez un seul oculaire en 2 pouces, à la limite, vous la mettez en demeure avec l'oculaire. On place l'oculaire. Et là, magie, j'ai une image nette. Donc effectivement, en fonction, parce que tous les oculaires n'ont pas la même exigence en termes de positionnement dans un porte-oculaire, on parle d'oculaires plus rentrants que d'autres, vous avez besoin de la bague d'adaptation ou pas. Si vous prenez par exemple les Ethos de chez Télévue, ils sont très rentrants, on n'utilisera probablement pas la bague. Si par contre vous utilisez celui-ci, qui est beaucoup moins rentrant, là vous avez besoin d'utiliser cette bague. Par contre, si vous voulez utiliser un oculaire en 31-75, là à ce moment-là, vous avez une bague d'adaptation qui vous est donnée par Skywatcher, que vous mettez là. Et là, vous mettez votre oculaire et vous pouvez observer. Voilà, j'avais quasiment pas à bouger la mise au point pour avoir une image nette. Typiquement, il faut bien comprendre qu'un télescope est globalement conçu pour regarder à l'infini. Et quand on rentre l'oculaire et le porte-oculaire, on fait la mise au point plus vers l'infini. Quand on tire vers soi, on fait la mise au point plus vers proche de soi finalement. Donc si je suis par exemple ici, quand je regarde un arbre à quelques dizaines de mètres de moi, quand je vais observer à l'infini, je serai plutôt dans cette position-là. Maintenant, si vous avez envie de photographier par exemple la Lune avec votre télescope, vous pouvez effectivement tenir un oculaire, enfin un smartphone devant l'oculaire, mais vous n'allez pas aller très loin avec ce mécanisme-là. Donc typiquement, vous allez avoir besoin de bagues d'adaptation. Vous allez pouvoir utiliser un appareil de type donc réflexe, comme celui-ci, ou un appareil de type hybride, comme celui-ci. Vous pouvez voir que la différence majeure est que le hybride est beaucoup moins profond, puisqu'il n'y a pas de miroir relevable. Donc avec un réflexe, vous allez acheter en fait donc une bague comme ça, une bague T2 avec un adaptateur T2. Alors la bague et l'adaptateur, c'est ça. Ça, c'est l'adaptateur. 31-75 vers T2, c'est-à-dire M42, c'est un filetage qui fait 42 mm de diamètre extérieur. Et ensuite, vous avez une bague T2, donc du filetage T2 vers la baïonnette de votre objectif d'appareil photo, ici du Canon EOS. Donc ça, c'est un ensemble adaptateur plus bague T2 31-75 vers Canon EOS. On le met sur l'appareil photo et la logique, c'est de mettre son appareil photo comme ceci. Donc on visse les 2 petites vis et vous allez voir qu'en fait, ça ne va pas marcher. Là, si j'essaye de faire la mise au point, et pourtant je ne vise pas à l'infini, mon image est floue. Donc typiquement, dans notre cas présent, on arrive à faire la mise au point sur un arbuste qui est vraiment proche, là il est à moins de 20 mètres, mais par contre, sur des arbres à l'infini, enfin déjà à plutôt 30-40 mètres, on n'arrive plus à faire la mise au point, donc pour les étoiles à l'infini, pour la Lune, ce sera juste totalement impossible. Et il y a une bien bonne raison, c'est simplement le tirage, le back focus qui est trop important. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir rapprocher plus l'appareil photo. Et c'est la raison pour laquelle cette bague-là n'est pas utilisable. Donc typiquement, ce qu'il va nous falloir, c'est changer un peu notre montage. Donc on l'a vu, l'adaptateur, finalement, 50,8, donc 2 pouces vers 31-75, et puis ensuite 31-75 vers T2 et T2 vers la baïonnette Canon. Ça ne marche pas. Donc on va faire un autre montage. On va utiliser cette fois un adaptateur 2 pouces vers M48 et non pas M42 qui était le T2. Et ensuite, donc une bague M48 vers la baïonnette de votre appareil photo. Alors celle-là, elle est faite pour Sony, mais je peux quand même placer l'appareil photo Canon dessus. C'est pas les mêmes baïonnettes, celle du Sony est plus petite. Et là, par contre, dans cette situation-là, je vais arriver à faire une mise au point sur les arbres au loin.
Et donc, en me rapprochant encore un peu, parce qu'on voit que j'ai encore de la marge, je pourrais faire la mise au point sur la Lune. Vérification faite, le petit porte-oculaire 3175 en réalité se dévisse. Et vous disposez alors d'un pas de vis en M42 qui vous permet de mettre directement une bague T2 dessus. Néanmoins, je vous déconseille de faire ça tout simplement parce que vous allez passer votre vie à visser, dévisser la partie porte-oculaire. Alors qu'il est quand même bien pratique de pouvoir passer d'un oculaire à l'appareil photo assez facilement. Si vous devez dévisser les bagues en permanence, ce sera quand même pas très pratique. Donc je vous mets dans la description la bague qu'il vous faudra finalement. 50.8, donc 2 pouces vers M48 et ensuite M48 vers votre baïonnette d'appareil photo. Donc maintenant, si je veux utiliser mon Sony A7S, donc qui est un appareil photo hybride, vous voyez qu'il est beaucoup plus fin, et bien on va essayer de faire le même montage. Donc toujours l'adaptateur 2 pouces vers M48 et ensuite la bague M48 vers la baïonnette de votre appareil photo. On va mettre notre appareil dessus. Qu'est-ce qu'on va constater? C'est que la mise en point, on est un petit peu limite là. Je suis vraiment au maximum du porte-oculaire. J'ai un petit peu limite pour faire la mise au point. Et donc là, à ce moment-là, on va éventuellement réutiliser l'adaptateur qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on voit qu'on est un petit peu trop loin encore. Donc, c'est peut-être que la bague, elle n'est pas complètement utilisable. Donc là, j'avais utilisé une bague fine, c'était pas la bonne. En fait, comme l'appareil photo n'a pas de miroir, il faut compenser ça. On va utiliser une bague longue. Avec une bague longue, on n'aura pas le problème, vous allez voir. Voilà, on est sur l'arbre, les arbres les plus loin qu'on a à notre disposition là. Et là, on a une image qui est nette. Hop, on fait une photo. Donc en fait, la conclusion de cette petite manipulation, même si elle est un petit peu complexe comme ça, c'est bien de vous prouver que ces bagues-là, elles ont leur utilité. Là, je peux effectivement, sans les bagues, mettre un appareil photo, que ce soit donc un hybride ou un réflexe, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais pouvoir utiliser des oculaires en 2 pouces, comme le Mid 40, ici, ou je vais pouvoir utiliser finalement un oculaire classique en 31-75 avec cet adaptateur. Donc en fait, les différents adaptateurs qui vous sont livrés quand votre télescope a un porte-oculaire en 2 pouces vont vous permettre de vous adapter, de mettre un appareil photo et de faire la mise au point. Si par contre votre porte-oculaire était d'office uniquement en 31-75, vous avez pu voir qu'on arrive à faire la mise au point avec notre oculaire, mais quand je mets l'appareil photo par-dessus, je n'arrive pas à faire la mise au point, et ça, c'est quand même un problème. Alors maintenant, vous allez peut-être vouloir aussi faire un petit peu de photos planétaires. Alors, le Dobson n'est pas motorisé, mais il est néanmoins possible de viser un peu plus à droite d'une planète, par exemple, et de la laisser défiler sur le capteur le temps d'une petite capture de film. Pour ça, on va utiliser ce genre de petite caméra. Donc ça, c'est la QHY5 III 224 couleurs de chez donc QHYCCD, mais ZWO fait des caméras similaires. Et ça, c'est une petite caméra qui se glisse tout simplement dans le porte-oculaire en 31-75. Et vous avez toujours la possibilité de pouvoir faire la mise au point. Vous pouvez régler la hauteur de votre caméra dans le porte-oculaire. Donc là, avec ça, vous n'allez pas avoir tellement de soucis de mise au point. Par contre, le capteur est tout petit et il va falloir aller placer quand même notre planète dessus. Ça va être un petit peu délicat. Si par contre votre télescope est un télescope Go-To, donc comme les Flex Tube de chez Skywatcher, là, à ce moment-là, vous utilisez bien sûr le Go-To qui dispose d'une motorisation de suivi, qui va vous suivre votre planète. Et là, à ce moment-là, bon, vous allez faire peut-être quelques petites corrections avec votre raquette, mais là, à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de temps pour pouvoir faire votre capture et vous allez pouvoir faire une photo planétaire. Néanmoins, attention, l'ensemble décrit comme ça un arc de cercle dans le ciel. Donc sur une prise de vue qui va durer 5 minutes, l'effet de rotation va être très faible, ça ne va pas être tellement gênant. Mais sur des prises qui vont être plus longues, là, à ce moment-là, gardez à l'esprit quand même que vous allez peut-être avoir une rotation. Donc les empilements d'images ne se feront pas forcément parfaitement. Alors maintenant, comment vous allez utiliser vos oculaires? Vous avez avec ce Dobson 2 oculaires qui ont été livrés, un 25 mm, grossissement 48 fois, et un 10 mm, grossissement 120 fois. Le grossissement maximum de ce télescope est de l'ordre de 200 fois, puisque son diamètre fait 200 fois à peu près.
Le grossissement théorique, il est plutôt donné pour un miroir qui serait parfait, des conditions de ciel excellentes, etc. On les obtient quand même rarement, mais ça peut être possible. Dans certains cas, vos oculaires vous sont livrés également avec ce qu'on appelle une lentille de Barlow, c'est ça, c'est un tube vide avec simplement une lentille divergente à l'entrée. Cette lentille de Barlow est conçue pour multiplier le grossissement de votre oculaire, ou en fait multiplier la focale. 1200, on part avec une 2 fois, on part à 2400, et ensuite on divise par la focale de l'oculaire, et donc avec le 10 mm sur cette Barlow x2, j'obtiendrai un grossissement, cette fois de 240 fois. On est un petit peu au-delà du diamètre de notre instrument exprimé en millimètres. Donc les Barlow, on ne les choisit pas n'importe comment. Un jour ou l'autre, je vous sortirai un épisode sur le sujet, mais d'ici là, vous en avez un sur la chaîne 70900, l'astronomie à la lunette de Laurent Oumar, qui est très bien fait et qui explique bien les limites. Et donc cette Barlow, pourquoi est-ce qu'on vous en vend quelquefois avec les instruments? C'est parce que c'est pas cher à produire et quelquefois même moins cher que de produire finalement un oculaire supplémentaire. Et une Barlow peut être combinée avec chacun des deux oculaires. Donc ce 25 devient un 12,5, le 10 devient un 5 mm, ça vous fait un étagement de grossissement un petit peu plus important. Voilà. Mais une Barlow, ça peut être très utile pour une deuxième raison, ça va être pour utiliser un correcteur des dispersions atmosphériques. J'en parle beaucoup, mais avec l'observation de Jupiter et de Saturne qui vont être très très basses cet été, il va être nécessaire d'utiliser un tel montage pour compenser en fait l'effet de prisme de l'atmosphère et avoir des images plus nettes. Alors typiquement, on va utiliser un montage un petit peu barbare que j'ai fait. J'ai récupéré la partie lentille de Barlow parce qu'il ne faut pas l'utiliser dans son plein tirage. Ensuite, on a le système de prisme du correcteur de dispersion atmosphérique. Je vous renvoie à un épisode que je vais ressortir sur la chaîne très bientôt sur ce sujet-là. Et ensuite, derrière, on met un petit porte-oculaire. Et donc, on met cet ensemble-là sur le porte-oculaire de l'instrument et avec ces deux petites tirettes. Donc là, comme on est sur un porte-oculaire à gauche, on va les orienter comme ceci. Ici, la correction, alors après, ça dépend de la façon de l'utiliser. Mais moi, j'ai ma façon de l'utiliser comme ça. Si vous l'utilisez selon la notice, normalement, c'est comme ça. Avec pas de correction ici et correction maximale ici. Voilà. Et donc là, vous mettez votre oculaire et vous allez observer avec ce montage-là qui va vous permettre d'avoir un grossissement plus important sur une cible qui est basse sur l'horizon. Ça va être le cas de Jupiter et de Saturne. Alors bien évidemment, vous allez me poser la question de savoir quelle est la qualité des oculaires qui sont livrés d'origine et est-ce qu'il faut en changer. Alors les oculaires, on les a comparés avec les Célestron XECL-LX que vous me voyez souvent utiliser sur la chaîne. Donc les XECL-LX sont des oculaires à 5 lentilles avec un champ apparent de 60, quand les oculaires d'origine sont plutôt des Plossl avec un champ apparent de 50 degrés. La vraie différence en fait, c'est le relief d'œil. Si vous portez des lunettes, effectivement, il va falloir songer à changer des oculaires. Si par contre vous ne portez pas de lunettes, là à ce moment-là, vous pouvez tout à fait considérer de garder ces oculaires pendant 6 mois, 1 an. Ils sont tout à fait utilisables et la qualité optique, la qualité de l'image est franchement tout à fait honorable pour des oculaires qui sont livrés d'origine avec un télescope. Donc mon conseil est toujours le même, mettez le paquet dans le télescope dès le début, parce que le télescope, vous n'allez pas pouvoir en augmenter le diamètre, bien évidemment, et plus vous augmentez le diamètre de votre instrument, plus l'image devient grande devant votre œil, et donc devient mécaniquement aussi lumineuse. Voilà, donc très clairement, les oculaires sont quand même tout à fait corrects et suffisants. On n'est pas dans un télescope non plus d'initiation, alors même si le corps de l'oculaire est lui-même fabriqué en plastique moulé, etc., bon, c'est pas la perfection, mais ils sont tout à fait utilisables. On va terminer cet épisode avec l'utilisation traditionnelle de votre instrument. La première chose à faire, vous prenez toujours l'oculaire de plus faible grossissement. On le met bien sûr sur le porte-oculaire. On peut faire une mise au point sur une étoile brillante, par exemple. Ça va toujours vous aider pour la suite. Et ensuite, comment vous allez chercher vos cibles? Eh bien, vous allez utiliser soit une carte du ciel. Alors il existe le Pocket Sky Atlas par exemple, ou des cartes papier. Vous utilisez dans ce cas-là une lampe frontale rouge qui vous aidera à ne pas trop perdre votre accoutumance à l'obscurité.
Et sinon, vous pouvez utiliser une application sur smartphone. Le problème, c'est que l'écran du smartphone est beaucoup plus lumineux. Une fois que vous avez repéré la cible que vous allez vouloir observer, typiquement, on va essayer de viser une étoile brillante à proximité et ensuite d'aller se déplacer sur notre cible. Si vous avez un viseur point rouge, par contre, vous pouvez faire un effet de trigonométrie entre deux étoiles brillantes. Par exemple, je fais un triangle équilatéral, je fais un triangle rectangle de cette façon-là, etc. vis-à-vis de deux étoiles brillantes, et on vise directement la zone. Ici, c'est une visée qui est d'abord au jugé, où on cherche à voir une étoile et ensuite à aller essayer de s'aligner. Donc vous allez du coup viser votre cible, donc vous desserrez au besoin un petit peu les freins, vous allez viser en approximation ce que vous allez chercher par exemple, et vous n'êtes pas forcément strictement dessus, surtout si vous ne voyez pas forcément votre cible. Donc vous allez sur votre oculaire de faible grossissement, et là à ce moment-là on fait ce que j'appelle la méthode du iRobot, c'est-à-dire qu'on va faire des cercles comme ça de plus en plus grands, avec possibilité de revenir éventuellement à notre étoile de base, et ces cercles de plus en plus grands vont vous permettre peut-être normalement de tomber sur votre cible. Ou sinon vous partez de votre étoile vraiment brillante et vous prenez votre application smartphone à côté. Alors typiquement il faut tourner votre smartphone de 135 degrés parce que l'image est pivotée à l'intérieur, voilà, parce que le porte-oculaire est incliné sur le côté. Et là vous partez de votre étoile brillante. Ok, je suis là, je veux aller là, donc il faut que j'aille là. Ok, je me déplace un petit peu, d'accord, je suis là. Hop, je me déplace un petit peu, je suis là. Hop, je me déplace un petit peu. Hop, et vous arrivez sur votre cible. Avec cette technique-là, on arrive vraiment à trouver des objets du ciel profond difficiles, même quand vous êtes en ville, même quand vous avez de la pollution lumineuse, que le ciel n'est pas tip-top, parce que vous utilisez le plein diamètre de l'instrument finalement pour trouver. L'astronomie est une école de patience, donc on va travailler comme ça un petit peu à tâtons et progressivement la gymnastique va venir. C'est vrai que si vous avez un chercheur point rouge, c'est beaucoup plus facile. Personnellement, j'arrive à viser, je crois que j'avais fait 46 objets de Messier en l'espace de 2 heures, une fois à l'occasion du marathon. Donc vraiment, là par contre, c'est le chercheur point rouge. Ok, c'est entre ces deux étoiles. Là que je vise, je suis dessus, paf, je fais un iRobot comme ça. Crac, je suis dessus, c'est bon, je l'ai vu et je passe au suivant. Donc c'est une gymnastique un petit peu à avoir. Personnellement, je ne suis pas fan de ces chercheurs-là, je préfère les chercheurs point rouge, mais c'est très subjectif. Il y a des gens qui adorent ça et qui détestent les chercheurs point rouge. Voilà. Globalement, votre instrument, on notera quand même deux petites choses importantes au niveau des conditions météo. Un télescope a besoin, surtout avec un grand diamètre comme ça, a besoin d'être à température, c'est-à-dire quand vous allez le sortir de votre maison, de votre appartement où il fait 18 degrés et que vous allez aller dehors où il en fait 8, 10, voire 5, votre télescope il est très chaud et il va créer des turbulences. Vous allez en fait avoir le miroir qui va échanger sa chaleur avec l'air à l'intérieur de l'instrument et vous allez avoir une colonne d'air chaud qui va remonter l'instrument et qui va s'échapper en haut pendant qu'une colonne d'air froid va rentrer par le bas du tube et va redescendre comme ça. Cette convolution en fait d'air va troubler les images. Donc typiquement en début de soirée, on ne fait pas trop de planétaire ou sinon on a sorti le télescope une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures avant l'observation. Si vous êtes dans des conditions où il y a énormément d'humidité, c'est-à-dire que vous voyez au bout de quelques minutes que vous avez déjà un télescope qui perle de flotte, alors là attention. Ça veut dire que si votre télescope est plus froid que la température du point de rosée, il va se recouvrir de flotte. Le corps de l'instrument, c'est pas gravissime. Les miroirs, ça va être beaucoup plus gênant. Parce que là, à ce moment-là, ça va complètement voiler vos images, finalement, comme dans un sonar. Donc ce que l'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va chercher à recouvrir l'instrument, et les astrophotographes connaissent bien ça, avec un matériau isolant. Une couverture de survie, ça marche super bien. Pour les lunettes astronomiques, mais c'est aussi valable éventuellement pour un Dobson, on peut prendre du tapis de sol de camping et faire un cylindre devant pour empêcher le refroidissement prématuré de l'instrument. Et donc on va essayer de surfer entre être le plus froid possible, en tout cas le plus à la même température que l'air pour pas avoir trop de turbulence, et en même temps pas trop froid parce que sinon là à ce moment-là on va avoir de la rosée.
Mais n'oubliez pas que votre instrument est généralement fait en métal, et donc ce métal est un très bon conducteur thermique et le télescope se refroidit extrêmement rapidement. Typiquement sur un Newton, à l'arrière de l'instrument, vous avez le verre qui est à nu, donc là vous allez avoir une possibilité d'échange thermique assez rapide. Et le miroir secondaire, lui par contre, vous voyez qu'il est tout petit, donc il a peu de masse, donc il a peu de capacité calorifique, et il va se refroidir assez vite également. Donc là aussi, il faut faire un petit peu attention, si ça se perle de flotte, il faut essayer d'isoler plutôt l'instrument. Dernière chose, et on va terminer avec ça, le stockage. Le télescope, vous allez pouvoir le stocker verticalement sans aucun problème. Vous retirez les différentes bagues sur le porte-oculaire et on remettra tous les capuchons que vous avez pu avoir avec. Donc là, en l'occurrence, on avait juste un capuchon 31-75. Hop, donc on peut le laisser, ça c'est pas très gênant. Par contre, généralement, on ne met pas les oculaires. Vous rentrez le porte-oculaire au maximum, comme ça on évitera un petit peu les chocs. Et vous mettez le capuchon bien fermé. Bien sûr, attention à ces petits capuchons qui peuvent s'ouvrir. On le ferme. Il n'y a aucun problème à stocker un Dobson verticalement. Le miroir secondaire, il est maintenu par 4 branches d'araignée, mais il est très léger finalement. Il ne bougera pas. Et le primaire, il est complètement assis dans son barillet. Il ne bougera pas non plus. Par contre, il ne faut pas le mettre dans le sens inverse, où finalement le miroir primaire, il pointe vers le bas. Ça, c'est quand même pas top. On veillera quand même à le stocker dans un endroit plutôt sec, bien sûr. La température, c'est pas très gênant, mais si vous le mettez par exemple dans un garage, le problème c'est que vous allez avoir éventuellement de l'humidité, mais vous allez aussi avoir des bestioles et de la poussière. Or, la poussière et les bestioles sur les miroirs font extrêmement mauvais ménage. Vous allez risquer par exemple d'avoir une araignée qui va aller tirer sa toile sur votre miroir, et en fait, la substance de la toile d'araignée est très agressive, et en fait, à terme, va venir piquer vos miroirs, et là, à ce moment-là, vous allez avoir comme des taches de poussière, sauf qu'elle ne se retire jamais, même en nettoyant, et là, le miroir, il perd clairement dans sa capacité de réflectivité. Le premier télescope que j'ai acheté était un Dobson 300 Midnight Bridge. Le miroir secondaire était piqué, il était absolument dégueulasse pour cette bonne raison. Donc, dans un endroit clairement sec, et on mettra les capuchons également sur le chercheur, mais il n'y a aucun danger à le stocker comme ça. Pour le transport, vous pouvez le transporter à l'horizontale dans une voiture. On aura un laser de collimation pour pouvoir vérifier la collimation, on sera bon. Puis la base, c'est pas tellement un problème non plus pour le transport. Donc voilà, il n'y a pas tellement d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là, il faut juste faire attention. Si vous voulez acheter ce télescope, vous pouvez vous rendre sur l'un des sites internet que vous voyez sur cette carte, vous retrouverez tous les liens dans la description. N'hésitez pas bien sûr à comparer les prix tant du télescope que des frais de port. Et si toutefois vous décidiez de l'acheter par AstroShop, sachez que vous pouvez me soutenir en passant par un lien particulier. Vous trouverez tout cela expliqué dans la description, mais rien ne vous y oblige bien évidemment. Chacun doit avoir sa part du gâteau et donc vous pouvez aller chez qui vous voulez. Merci. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura permis de démystifier un petit peu en quoi consiste l'utilisation d'un télescope Dobson. Vous voyez que vous avez une petite poignée ici qui sert aussi à sa manipulation, ça peut vous aider. Sachez que voilà, les télescopes, bien souvent, sont avec un porte-oculaire sur la gauche. C'est le cas par exemple de ce Skywatcher. Certains ont un porte-oculaire sur la droite, vous pouvez le vérifier, on le voit aisément sur les photos ou carrément en allant sur un magasin. Notez que le Explore scientifique Ultralight, sa cage de secondaire, elle peut être tournée dans tous les sens par pas de 45 degrés, il y a des vis à reprendre, mais elle peut être mise, donc on peut mettre le porte-oculaire sur la droite pour ceux dont l'œil directeur par exemple est l'œil gauche, ce qui est mon cas, et moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un porte-oculaire sur la droite, c'est pour ça que j'étais un petit peu plus mal à l'aise sur celui-là. Ce que je trouve plus agréable personnellement, parce que dans ce cas, quand vous allez utiliser votre instrument, eh bien en fait vous allez simplement le tirer par petits à-coups comme ça, à mesure que le ciel tourne vers la droite, puisque c'est la direction apparente quand on est dans l'hémisphère nord. C'est bien sûr la Terre qui tourne, on est d'accord, c'est une question de référentiel. Sur ce Skywatcher, il n'est pas possible de basculer le miroir, sauf en fait à aller reprendre les points de vis et en fait à aller faire 2 points de vis ici comme ça et pivoter le tube en fait de 90 degrés. C'est quelque chose qui est faisable. Là, il suffit d'être un petit peu bricoleur, mais si vous faites ça, pensez à carrément retirer complètement le miroir primaire. En même temps, vous en profiterez pour les nettoyer.
parce que là, les copeaux de métal sur le miroir primaire, ça va faire très très mauvais ménage. Voilà, j'espère donc que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous savez soutenir aussi la chaîne en quelques clics. Je vous donne rendez-vous à l'occasion, quand l'occasion se présentera, pour d'autres épisodes sur la première prise en main d'un instrument. J'espère que ça vous encouragera éventuellement à vous lancer. Vous avez vu que finalement un Dobson est très facile à utiliser, et vous avez pu voir que ce télescope qui était neuf, qui a traversé de l'Asie jusqu'à l'Europe au moins, et puis ensuite la France jusqu'à chez Damien, eh bien il était correctement collimaté. Donc il ne faut pas se faire d'inquiétude, et la collimation, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est pas très compliqué non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous encouragera peut-être à vous lancer sur l'acquisition d'un Dobson, et en tout cas vous aidera à pouvoir en tirer le meilleur parti le plus rapidement possible. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.